Bonjour à tous, bienvenue. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Ouais. Ah, c'était... Ouais, ok. On sent que c'est samedi soir. Bienvenue à tous dans cette conférence. Je m'appelle Iril, je suis créateur de contenu, je vais modérer un petit peu tout ça. Je me sens pas du tout ciblé par le thème de la conférence. On va parler pendant 45 minutes des influenceurs, créateurs de contenu, comment on va diffuser l'information sur le Web3, comment est-ce qu'on peut appliquer des bonnes manières, comment est-ce qu'on peut améliorer tout ça. Est-ce que vous pouvez tranquillement vous présenter en 10-15 secondes, en commençant par qui veut bien? Salut tout le monde, Nicolas, Crypto Edge. Vous pouvez me retrouver sur TikTok, Insta, etc. Ça fait 3 ans que je crée du contenu autour des cryptos. Et récemment aussi, il y a maintenant 1 an, on a créé Blox, donc une émission que vous pouvez retrouver tous les vendredis soirs. On essaye d'interviewer toute la cryptosphère française, donc suivez Blox. Bonjour tout le monde, Quentin Herbrecht, CEO et fondateur de MarkChain. On était la première agence de communication et marketing spécialisée dans le Web3 en France en 2017. Donc on accompagne les marques, différents types de clients à se faire connaître de la communauté crypto via différents moyens dont on va aborder aujourd'hui, j'en suis sûr. Bonjour tout le monde, je m'appelle Dimitri. Du coup, j'ai 2 casquettes. La casquette Vega Management. Pour faire simple, c'est une agence de com et de prod. Je pense que vous avez pu nous apercevoir un petit peu de partout. On bosse avec pas mal de personnes et d'entreprises, évidemment, de l'écosystème. Et j'ai également la casquette France Crypto, qui est un petit média que j'ai créé maintenant il y a 7 ans et qui est actif notamment sur Twitter. Bonsoir à tous. Amy, retraité depuis quelques années. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai été connu pour avoir clashé quelques gourous / influenceurs. Donc voilà. Ok. Influenceur, gourou du Web3 ou pas? Est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui s'informent partiellement, pas spécialement totalement, via des créateurs de contenu, youtubeurs, Twitter, indépendants? Ok. Donc, c'est un sujet quand même. En général, ces conférences, c'est plutôt axé sur la critique de mauvais créateurs. On pourra aborder le sujet, mais j'aimerais qu'on apporte un œil un peu nouveau aujourd'hui, essayer de discuter concrètement, plutôt pour les gens qui sont là aussi, où est-ce qu'on peut essayer de créer de la valeur, comment est-ce qu'on peut réussir à trouver la valeur chez les créateurs et sélectionner un petit peu la façon dont on va trier les informations. Donc, j'aimerais commencer par une petite question, c'est concrètement, selon vous, qu'est-ce qui fait un bon, j'aime pas ce mot, mais de toute façon on va devoir y aller, un bon influenceur? C'est quoi un bon influenceur, créateur de contenu? On fait comme ça? Ouais. Bah, je pense que c'est assez simple à voir, c'est des personnes qui vous partagent de la valeur. C'est toujours bien d'apprendre des choses. Il y a les gens qui vous disent, oui, dans le groupe, hier soir, on a fait 100%, machin. Ok. Où est la valeur? Je pense que c'est tout de suite. Vous allez sur le compte, est-ce que ce mec-là, il me partage quelque chose, une connaissance? Il y en a plein, il y en a sur YouTube, il y en a sur TikTok, il y en a de plus en plus, et ça, c'est cool. Tous les ans, il y a des nouveaux mecs qui viennent et ils essaient d'apporter de la valeur, etc. Je pense que ça tourne essentiellement autour de ça, et vous n'êtes pas con, vous savez que c'est pas un mec en lambeau qui vous apporte quelque chose, c'est quelqu'un qui vous parle de Bitcoin et qui vous parle de façon modérée, pas dans les gains extrêmes, etc. Et il y en a plein sur les réseaux qui font d'excellents tafs, donc valeur. Et donc concrètement, je peux poser la question à Amy, vu que tu as un œil un peu plus critique sur tout ça, donc tu vas être plus objectif. Comment on détecte quelqu'un qui est qualitatif et qu'on pourrait suivre concrètement? Alors, je reviens à ta question d'avant, parce que je la trouve excellente. Et je dirais, pour moi, le point principal qui fait la différence, on va dire, entre un bon influenceur et un mauvais, c'est le mensonge ou l'honnêteté. C'est-à-dire que pour moi, un bon influenceur, il ment jamais à sa communauté. Très important, tu vois. Parce que pour moi, la plupart du vice, et on va dire de l'escroquerie, ça se place quand on ment à sa communauté. Et après, on pourra ajouter une petite astérique avec le mensonge par omission aussi. Parce que bon, ça c'est vrai que des fois on peut cacher des choses qu'on sait très bien qu'on cache à sa communauté. Mais voilà, pour moi, les influenceurs les plus respectables, entre guillemets, c'est ceux qui disent toujours la vérité à leur communauté, qui cachent pas des choses, etc. Et les pires, bon bah, c'est ceux qui mentent. Alors on le voit avec des red flags en général. Genre ils vont effacer tous leurs tweets, ils vont effacer toutes leurs vidéos, etc. Enfin, parce qu'évidemment, quand on a menti, c'est bien de masquer le passé parce qu'on a moins de chances de se faire cramer. Voilà, c'était mon... Et comment on détecte un bon créateur dans ce cas-là? On sait comment on dégage les mauvais. Maintenant, on peut aussi faire un tri à la hausse. Comment est-ce qu'on sélectionne quelqu'un qui fait du contenu de qualité, qu'on peut suivre, sur lequel on peut s'inspirer? C'est une bonne question. Nous, notre point de vue,
plutôt agence. Donc une partie de notre métier, c'est en effet d'aller sélectionner les bons créateurs de contenu qui vont répondre aux objectifs de nos clients, donc aux différents objectifs. Donc en effet, la création de valeur, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Ça se voit par les opérations sponsorisées également. Quelqu'un qui va vous chiller, même s'il déclare que c'est sponsorisé, mais quand vous voyez quelqu'un qui fait 3 opérations par jour, je grossis un petit peu le trait, forcément, ça met un peu la puce à l'oreille. Les personnes en général qui font le plus de sponsors sont très souvent ceux qui gagnent le moins d'argent dans le grinding, comme on appelle, dans la crypto, leurs propres investissements à eux, les airdrops, quelle que soit la façon. Donc le nombre de sponsors, je pense que ça peut être un peu un red flag. La qualité des sponsors, bien évidemment. Donc nous, par exemple, à titre personnel, pour vous dire, en bull market, 90-95% des projets qui nous contactent pour faire de la pub via des influenceurs ou autres, on les refuse. Parce qu'aujourd'hui, le monde de la crypto, on a intérêt à faire très attention aux clients qu'on va mettre en avant. Donc c'est pareil pour un influenceur. Quand 2 fois sur 3, le token rug, c'est un meme coin, une pré-sale de meme coin, et que dès que c'est listé, ça fait moins 90%, je pense qu'au bout d'un moment, il faut peut-être commencer à changer de créateur. Et comment est-ce qu'on mixe l'équilibre entre... comment est-ce qu'on extrait l'information concrètement chez un influenceur, par exemple, plutôt qu'un média? Où est-ce qu'on peut aller chercher le plus d'informations? Où est-ce que c'est plus pertinent, par exemple, plutôt qu'un média qui va être de nature un peu plus objectif, ou en tout cas qui va essayer de l'être, contrairement à un influenceur qui est subjectif par nature, ou alors en tout cas qui est très personnel? Alors, je vais me permettre de répondre à cette question, mais également à celle d'avant que je trouve très intéressante, et au-delà de ce qu'a dit Amy et les autres intervenants avec lesquels évidemment je suis d'accord, je peux même ajouter autre chose. Je pense qu'un bon influenceur, c'est un influenceur qui va pas faire le choix de la facilité, à savoir donner aux gens ce qu'ils veulent. Parce que, je vais prendre un cas concret, au-delà de Vega et de France Crypto. Dans mes activités avec Vega, je suis notamment, entre autres, le manager de Owen, évidemment, je pense que vous connaissez, Asher depuis 2017. Et ce qu'on a toujours fait avec Owen, c'est faire ce qu'il faut faire et pas faire ce que les gens veulent. Une fois qu'on prend le choix de la facilité, ok, les gens veulent x1000, x10 000, machin, on met du rouge, on met du vert, etc., et qu'on va dans ce choix de la facilité pour faire des vues, généralement, c'est pas le bon chemin. Et donc, il faut accepter de prendre un chemin qui n'est pas celui qui va faire le plus de vues, le plus d'audience, qui va être celui qui va le plus plaire à ce que les gens veulent, mais qui est simplement ce qu'il faut faire, ce qui est bon de faire. Et ouais, c'est pas ce qui va peut-être apporter le plus d'argent ou le plus de visibilité, mais pour moi, c'est comme ça. C'est ce que je voulais dire, qu'on détecte, entre guillemets, un bon influenceur, c'est celui qui fait ce qu'il doit faire et pas simplement ce qui fait cliquer ou ce qui fait vendre. Et ça me paraît important de le rappeler. Comment est-ce qu'on peut utiliser la valeur qui est donnée par les influenceurs du coup, de qualité qu'on a triés pour nos propres investissements? Est-ce qu'on peut le faire? Comment on sélectionne la valeur pour nos propres investissements à nous, sachant qu'un créateur va faire une vidéo orientée investissement, crypto, actualité? Comment est-ce qu'on extrait la valeur, on la trie et on sélectionne les bonnes informations selon toi? C'est déjà une bonne idée de la comparer. C'est pas parce que Iril il vous dit d'acheter... qu'est-ce que tu as dit là récemment? C'était quoi? ADA, voilà. Acheter Tada? Cardano. Tada? J'ai pas Ada. envie d'en parler, Tada. Non, bien sûr, vous allez tomber sur une vidéo, un influenceur il va vous dire X, allez regarder un deuxième, allez regarder un troisième, allez regarder, faites des recherches par vous-même. C'est vrai que c'est très compliqué de faire des recherches par soi-même. On s'enfonce dans une maîtrise qu'on n'a pas forcément. C'est très dur, même nous, on a du mal. Même moi, je vais m'inspirer des vidéos d'Iril des fois, je vais m'inspirer des vidéos d'un mec en Amérique, etc. parce qu'il avait un point de vue que j'avais pas. Donc toujours comparer. Je pense que les influenceurs le font aussi, ils vont comparer avant de poster une vidéo. Donc n'en regardez pas qu'un, regardez-en plusieurs, essayez de voir les points communs, essayez de voir sur quoi ils sont pas d'accord et toujours avoir un esprit critique et voilà, comparaison. Je me permets de rajouter, aujourd'hui, il y a quand même de plus en plus de sources d'informations, en effet, sur différents protocoles, différents projets, des médias, des influenceurs. Mais je pense qu'une fois avoir eu l'information, il n'y a rien de mieux, vous me contredisez si vous me trompez, mais d'aller dans la communauté, d'aller parler aux gens qui sont dans cette communauté, de se faire son propre avis. Moi, je sais que j'ai jamais autant appris qu'en parlant avec des holders d'un protocole, qu'avec les gens de la communauté du projet. Pourquoi vous êtes là, les gars? Pourquoi vous holdez? Pourquoi vous y croyez? Je pense que c'est quand même vachement important aussi. Après, moi, je trouve ce qui est important, c'est quand même de se faire sa propre opinion. C'est-à-dire, ça peut être intéressant, effectivement, d'écouter quelqu'un ou de regarder. Après, il faut faire sa propre réflexion, sa propre stratégie d'investissement. Pourquoi j'achète ce truc-là? Alors, il y a plein de stratégies valables. Moi, je trouve en général... par exemple, la plupart des gens qui investissent en Bitcoin, il faut au moins qu'ils aient compris pourquoi eux, ils investissent en Bitcoin. Il y en a plein, ils vont le faire parce que justement, il n'y a pas de société derrière ou pas d'influenceurs. Mais c'est valable aussi pour les projets où il y a des influenceurs. On peut se dire, ce projet, j'investis parce que j'ai moi-même
Donc effectivement, regarder les influenceurs, la commu, c'est bien, mais faut se faire sa propre... en investissement, faut toujours se faire sa propre thèse d'investissement, même si on n'est pas très bon, hein, même si on n'est pas... Il n'y a pas besoin d'être Warren Buffett ou un génie de l'investissement. Hein. Investir, ça peut être simplement, je sais pas, vous adorez conduire une Mercedes, vous achetez des actions Mercedes, ça peut être aussi basique que ça. Mais il faut se faire sa propre thèse, je trouve. Je pense que l'influenceur est plus là de base pour apporter un support de recherche. Après, forcément, la ligne est très fine, dans le sens où, oui, le support de recherche, mais si après, derrière, tu vas avoir un biais, tu vas avoir un positionnement qui est différent, sans parler même des biais spécialement cachés, mais dans la volonté d'aller ajouter de la valeur, c'est toujours compliqué et je pense, à mon avis, que c'est une bonne porte d'entrée pour une thèse d'investissement et que le mieux, c'est peut-être d'avoir une thèse d'investissement qui est déjà structurée, d'appuyer ou de comparer et après d'aller améliorer et d'affiner la thèse d'investissement. Donc la question, c'est concrètement, est-ce qu'actuellement, si on prend notre bon influenceur, transparent, les résultats sont corrects, pas de biais de délit d'initié ou quoi que ce soit, est-ce qu'il y a des axes d'amélioration qu'on aimerait voir dans l'écosystème actuellement sur les créateurs qui essayent le plus d'apporter de la valeur? Moi, j'aimerais bien voir, alors c'est vrai qu'il n'y a pas les outils pour et qu'il faudrait que quelqu'un le fasse et tout, mais je serais curieux de voir genre une liste de tous les influenceurs et médias, tous les projets qu'ils ont recommandés, officiellement ou officieusement, et qu'on voit un peu la perf, tu vois, comme s'il y avait un tracker, quoi. Et après, tu fais, je sais pas, pas pour critiquer, je sais pas, par exemple au hasard le HasherCoin ou le journal du CoinCoin et tu regardes, ouais, ils ont cartonné parce que, par exemple, tu vois, Hasher il a recommandé des trucs bien aussi, genre Solana, tu vois, il n'y a pas... Et voilà, je serais curieux de voir parce que en vrai, l'historique il compte pas mal quand même. Et un gros problème qu'il y a dans l'influence, bon, on avait dit qu'on critiquait pas, mais désolé, j'en mets un petit, c'est qu'en général, là où les influenceurs ils peuvent se faire le plus d'argent en faisant la promotion de projets, c'est souvent les projets les plus éclatés au sol. Parce que c'est ceux qui vont payer le plus. Parce que quand un projet est très légit, il va pas arroser ultra largement, mais quand c'est un projet dégueulasse, genre ils font pas grand chose, ils vont beaucoup prendre l'argent pour eux, ils peuvent gaver beaucoup plus les influenceurs qui acceptent de prendre les sous en général. Enfin bon, désolé pour le petit aparté. Non, je suis assez d'accord. Après, je pense qu'il y a une sélection naturelle qui est en train un peu de se faire, où au final, ces biais sont tranquillement en train de se voir et on commence à voir les gens qui juste se font rincer et qui font la promotion d'un projet sans forcément le dire. Au bout d'un moment, ça se sent. Et petit à petit, mais c'est le problème d'un monde ouvert et c'est le problème d'un monde où tout le monde peut créer une chaîne YouTube et faire des vidéos avec sa caméra. C'est que forcément, tu as ce milieu open source dans l'idée, comme pour la crypto-monnaie, où tout le monde peut venir apporter sa valeur. Et après, tu as un effet entonnoir. Mais pendant que l'entonnoir se met en place, forcément, tu as du déchet qui se met en place. Pour continuer là-dessus, alors sans aller dans la transparence des wallets, etc., mais je pense qu'il serait bien, ce serait de se dire qu'un influenceur qui promeut un projet, ça pourrait être une norme d'investir également lui dans le projet, que ce soit une partie de la sponsor, j'en sais rien, une façon de montrer que c'est un projet dans lequel il croit, dans lequel il pourrait investir lui-même tout simplement. Il y a peut-être des pistes qui peuvent être intéressantes dans ce sens également. La deuxième chose, je reprends sur le côté sponsorisé. Nous, on le voit des fois, quand on fait une campagne avec un créateur de contenu, on est les premiers à dire les projets sont pas parfaits, surtout des projets early, il y a toujours des côtés un peu plus négatifs, des côtés super positifs. On est les premiers à leur dire n'hésite pas à critiquer s'il y a des axes d'amélioration et on remarque au contraire que le créateur de contenu va être sincère avec sa communauté et pas trompeur. Donc au contraire, les gens, il faut vraiment de l'honnêteté, je pense, c'est la blockchain d'ailleurs, c'est un peu le thème. Et au contraire, même nous on est contents parce que souvent ces sponsors, on appelle ça des sponsors, ces sponsors-là sont les plus réussites en fait parce que ça respire l'authenticité et oui, tous les projets sont pas parfaits, il y a toujours des axes à améliorer. Et très souvent, quand on dit ça à un créateur, ouais, mais il me paie, non, il faut juste que c'est génial. Non, t'inquiète. Ouais, je suis assez d'accord avec tout, mais ouais, dans un monde parfait, il faut au minimum dire que c'est une collab. Ça, j'imagine que tout le monde le fait. Je crois qu'on est censé dire combien on a touché, si c'est du token. Non, on n'est pas censé le dire. Ça, j'aimerais bien, mais je crois que non. On pourrait. Après, le problème, c'est qu'il y a toujours Le fait qu'on n'ait pas spécialement derrière de punition par rapport à ça, c'est que, par exemple, quand j'avais fait une collab pour un projet, j'étais le seul à avoir donné mes conditions de vesting en disant que j'étais rentré en vente privée. Et derrière, tu te fais allumer parce que tu es le seul qui a cette transparence-là. Et donc, on n'a pas la sensation que les autres mecs qui ont parlé du projet, qui ont été dans des situations similaires, le mettent pas en avant. Donc, en fait, ça ne récompense pas la transparence, mais dans tous les cas, les balles, il faut les prendre. Donc s'il faut les prendre maintenant pour que ça devienne le standard dans quelques temps, je pense que c'est comme annoncer que cette vidéo est sponsorisée. Ce n'était pas le cas avant. Donc il faut des gens qui prennent les balles
bah, on prend les balles et on verra. Ça fait aussi partie du travail. Je pense que c'est nécessaire. Malheureusement, à court terme, c'est pas spécialement quelque chose qui est récompensé. Mais je pense qu'au bout d'un moment... Comment? Tu as raison, oui, pareil. J'ai pas compris. T'as raison. Merci beaucoup. De toute façon, maintenant, c'est la loi. Hein. Depuis la loi influenceur, on est obligé de le faire. Je pense qu'il y en a déjà beaucoup qui se sont fait arracher. Tout ce qui est PAPSAN, tout ce qui n'est pas listé à l'AMF pour les ICO, etc. Et le point que j'aime bien avec ce que tu as dit, c'est si vous voyez l'influenceur qui critique le projet, je trouve que c'est un bon influenceur, enfin, c'est quelqu'un d'honnête, et c'est aussi un bon projet, que le projet accepte. Parce que moi, ça m'est déjà arrivé de dire qu'on m'envoie des scripts et dire il faut que tu dises ça, ça, ça. Non, on va pas dire ça. Je reviens par rapport à ce que tu disais également, que beaucoup se sont fait arracher. Je me permets quand même de dire, dans ce que tu disais, très peu se sont fait arracher, au contraire. On a vu la première campagne de l'AMF contre des influenceurs qui ont mis en avant, en effet, une plateforme qui était sur la liste noire. Nous, quand on est un petit peu visible, on peut plus du tout faire ça, et heureusement, c'est la loi. On va pas se le cacher, beaucoup le font encore. Souvent des petits, l'AMF viendront jamais trop leur taper sur les doigts. Mais je pense qu'au contraire, si on veut réguler, faisons-le à fond. Arrêtez de mettre une loi et venez contrôler, 3 créateurs de contenu dans l'année sur un projet. Alors voilà, encore une fois, c'est le débat de la régulation, mais je pense que on a encore du travail de taper sur les doigts de quelques créateurs et quelques projets aussi, hein, bien sûr, pour que ça devienne de plus en plus la norme aussi et pour que les gens se disent, voilà, c'est pas qu'une loi bidon où on se fera jamais avoir. Question à voix haute, hein, mais t'es pas obligé de répondre, Quentin, parce que je pense à toi, mais je pense aussi, en soi, tous les influenceurs ou les médias pourraient le faire. Est-ce que du coup, vu que t'es une boîte et que t'as les chiffres, etc., est-ce que tu t'es déjà amusé, vous vous êtes déjà amusé à regarder combien ont performé toutes les campagnes des projets que vous avez fait par influenceur pour la boîte? T'es pas obligé de répondre, hein, je sais pas. Je peux poser cette question, parce que vous avez cette vision du coup. Alors, vous savez les projets, à combien ils ont été lancés, etc. Oui, bien sûr. Alors nous, on a toutes nos campagnes, les différents retours sur investissement, mais est-ce qu'on a fait une moyenne de, quand on a fait la campagne sur 200 clients, avoir la moyenne, etc. Je t'avoue que ça, on l'a jamais fait. Déjà, il faut savoir les clients qui ont des tokens, bon, c'est pas la majorité, il y a des plateformes d'exchange, il y a des choses, voilà. Deuxième chose, quand tu commences aussi, nous je sais que quand on a commencé, on n'a pas les mêmes clients que maintenant, le temps de se faire connaître. Moi, je suis un peu plus indulgent avec un créateur de contenu qui vient de commencer aussi, ou une agence ou n'importe quel prestataire, que quelqu'un qui est là depuis 5, 6 ans, qui a des centaines de milliers d'abonnés, etc. Bon, je dévie un petit peu, pardon, mais non, je t'avoue, ça pourrait être intéressant à le faire. On pourra le faire ensemble si tu veux, sur live Twitch. Après, comme tu dis, moi je trouve la majorité des sponsors, maintenant c'est plus sur les petits projets. Les influenceurs, ils se mouillent moins sur ça. Et ça va être beaucoup de la plateforme, du Bitpanda, du DYDX, allez-y les gars, c'est sponsor. Et D-Block, tout ça. Enfin, on dort bien la nuit, tu vois. Je peux envoyer un mec sur D-Block, ils sont à Grepsan, il n'y a pas de souci. Sur DYDX, je vais bien dormir la nuit. Et faire ce type de sponsor, on se sent beaucoup mieux, ouais. Si je peux compléter sur un point, on parle beaucoup de projets, effectivement c'est important. Le projet pour moi c'est le fond, mais il y a également la forme. Je ne veux pas dire qu'une bonne forme, ça peut être ok de présenter un projet de merde, ça dans tous les cas ça sera non. Par contre, présenter un bon projet avec une forme de merde, c'est toujours pas ok. Et tout à l'heure, avec l'idée que tu as donnée, qui est pas mal de, tu vois, si on avait un truc qui permet de tout traquer, etc., c'est une chose, mais ça ne nous donnerait pas la data de ok, ça c'est un bon projet, il a été partagé par tant de médias, tant d'influx. Mais entre un influx ou un média qui va vous dire, voilà, faites vos propres recherches, complétez, allez-y tranquille, mettez que ce que vous pouvez permettre de perdre, etc. Tous ces disclaimers, vous connaissez, je pense, très bien. Et la personne qui chill, on va dire, pour rester dans le langage, le même bon projet, mais qui vous dit, allez-y, let's go, les yeux fermés, mettez tout all-in, etc. Parce que malheureusement, il y en a encore qui le font. Le projet reste le même et il est bon. L'exécution peut être catastrophique, comme elle peut être très bonne. Donc il y a le fond et la forme qui reste extrêmement importante. Donc concrètement, est-ce que tous les projets sponsors ne devraient, enfin toutes les contenus sponsors ne devraient pas avoir leur part critique, factuelle, pour qu'on essaye d'améliorer un petit peu le système? Parce que forcément, tu peux pas non plus faire un tri total. Tu vois, tu auras toujours les petits créateurs, peu importe petits, grands, qui vont avoir certains délits, mais ça pourrait être une norme qui serait qualitative parce que ça incite à l'aspect critique, malgré la façon dont ça peut être formalisé. Il y a ça, et il y a autre chose qui est que c'est pas confortable, mais il faut aussi... Les influx, les médias ont une part de responsabilité, mais les gens, ils ont aussi une part de responsabilité. Et aller dans un écosystème pareil, en se disant « Ok, YOLO, je veux faire mon x1000, etc. » et je suis dans une démarche qui fait que je recherche directement ou indirectement cette information, je suis un peu responsable,
je ne veux pas me faire que des amis en disant ça, mais au bout d'un moment, il faut dire les choses. Je suis responsable de ce qui peut m'arriver derrière. Donc ça, après, il y a plein de choses qui permettent de lutter contre ça, une éducation financière, se renseigner, s'informer, etc. Mais les gens qui sont dans une démarche où, globalement, ils vont prendre un mur tôt ou tard, ils vont le prendre. Il y a une responsabilité qui est partagée. Les médias et les influenceurs doivent faire ce qu'il faut. Et les gens doivent aussi être dans une démarche qui est réaliste, rationnelle et qui permet de faire les choses correctement pour éviter justement de prendre des murs. Après, là, sur ce que tu dis, Eril, en général, quand tu es sponsorisé par un projet, tu le critiques, mais gentiment. Je te donne un exemple. Moi, j'ai regardé, bon, c'est pas spécialement pour balancer ce projet, mais j'ai regardé à la sortie de CTA. Moi, j'avais été très critique des tokenomics à l'époque. Bon, sur d'autres projets aussi, on va pas y revenir. Et j'ai regardé plein de vidéos de plein de médias et d'influx qui ont tous fait un peu leurs vidéos CTA en même temps. Personne n'a critiqué les tokenomics. Il n'y a pas une vidéo d'un seul. Et c'est logique. Quand tu es payé par quelqu'un, tu critiques, mais gentil, quoi. Enfin, tu vois. Et c'est pour ça que moi, les influenceurs que je recommande le plus, c'est ceux que j'appelle les influenceurs bénévoles. Alors, je sais pas, par exemple, peut-être que Pacher, il a fait des vrais sponsors, mais tu vois, de loin, tu as l'impression que juste il partage les trucs qu'il fait lui-même, etc. Et après, je peux comprendre aussi que les gens qui sont passionnés, ils ont envie d'en vivre, ils font du contenu, nanana. Donc, c'est vrai qu'il y a une ligne difficile, mais quand tu es payé, c'est quand même dur d'être très critique. On va être honnête. Je suis d'accord avec toi. Après, on l'a vu, les gens s'informent sur le contenu des influenceurs. Je prends mon cas personnel, on est 5 à faire les recherches sur les vidéos, à bosser à plein temps. Les vidéos prennent du temps. Et donc de demander à ce que, je ne sais pas s'ils sont dans la salle, mais que les 5 on soit bénévoles, c'est compliqué. Tu vois, donc tu as forcément une forme de rémunération que tu peux aller chercher de manière constructive, que tu peux aller chercher en amenant des produits de qualité, en proposant de la valeur. Après, cet aspect très bénévole, je trouve que c'est assez... En fait, c'est pas quelque chose qu'on va demander aux médias, par exemple. Tu ne demandes jamais à un média d'être bénévole. C'est quelqu'un qui prend. Mais je trouve que les médias, le problème, c'est le même, voire pire. Il y a pas de. D'accord avec toi. Mais il n'y a pas ce même traitement parce que c'est moins humanisé. Tu as moins le visage, tu vois, derrière un média. Mais c'est le même délire. Après, demander à quelqu'un qui fait du contenu, qui fait 1, 2, 3 vidéos, tweets, peu importe, par semaine, de le faire gratuitement, sachant que globalement, on peut avoir une valeur qui est positive par rapport à tout ce qu'il y a derrière. C'est compliqué. Après, en France, il faut rappeler qu'il y a le RSA quand même. Bon, pardon, c'était pour faire une blague. Donc les influenceurs doivent tous être au RSA. Ok, fin de la conférence, merci beaucoup. Après, pour revenir sur CTA, moi, on n'a pas fait la pub pour CTA, mais par contre, le projet est bon, la vision est bonne, le CEO est incroyable, etc. Et il y a tout le temps les gens qui disent « Ouais, les tokenomics, c'est de la merde », mais une fois que le token est sorti et que ça a dumpé, moi, je trouve que la data de tokenomics, elle est très subjective et qu'il peut y avoir des tokenomics de merde et ça explose. Et il peut y avoir des tokenomics moins bons. Si. Honnêtement, là, les yeux dans les yeux, dis-moi quel projet a mis juste 1 ou 2% des tokens pour le public au launch, a fait une belle charte qui... Moi, tous les projets que j'ai en tête où la tokenomics, t'avais 1-2% pour le public lors de la selle ou lors du launch. Bon, les chartes, elles partent en haut à gauche, elles finissent en bas à droite. J'ai pas vu beaucoup d'exceptions, mais il y en a, donc je te demande lesquelles. Je connais pas les tokenomics de CTA pour le coup. Ah bah ouais, c'est ça que j'ai critiqué moi. C'est que tu vois, t'avais des trucs. Bah après, c'est pas. Franchement, j'ai rien particulièrement contre CTA. Tu vois, le jeu il est marrant, etc. Mais tu vois, les tokenomics, t'avais des trucs de tête, je sais plus, t'avais 7% pour les graphistes, 5% pour les écrivains, 20% pour les advisors, puis t'avais 2% pour la public sale, quoi. Tu vois, donc. Ouais, mais tu as des projets ou qui vont 3%, avoir... mais bref, tu as capté, quoi. Tu vas avoir des projets qui auront une tokenomics similaire et qui va extrêmement bien performer. Bah, lesquels En fait, si la tokenomics, c'était si simple et c'était juste une formule mathématique, il vous faut ça, tout le monde ferait la même. Non, parce qu'ils ne font pas la tokenomics pour que le projet monte. Il faut la tokenomics pour être sûr que les gens qui ont investi dans le projet, les VC, les partis pris, l'équipe, il faut la tokenomics pour être sûr que tout le monde s'y retrouve. Le but de plein de projets... Alors, c'est plus compliqué que ça, mais tu vois. Et donc, je te demande, moi, je crois vraiment, je suis partisan de la croyance que quand la tokenomics, elle est trop éclatée, ça finit mal pour les retail qui rentrent dedans. C'est ma croyance, et honnêtement, je vois pas beaucoup d'exceptions. Je dis pas qu'il y en a pas, mais moi, je demande à voir. Dites-moi les projets où il y a 2%. Merci. Merci. Ça tombe très bien, parce que, Iril, je crois que c'est une de tes spécialités en plus. Donc, tu pourras répondre mieux que moi sur ce côté-là. Quel va être le pourcentage de driving du prix sur la tokenomics? Quel est son rôle dedans? Moi, j'ai l'impression que c'est trop subjectif et que... C'est un peu subjectif, bien sûr. C'est très subjectif. Après, pour répondre à la question, les projets qui ont 1-2% alloués au public, en général, les chartes, elles font comme ça.
Après, la tokenomics, c'est un sujet plus vaste que juste combien on alloue à qui. Il y a les airdrops, il y a les VC, et je pense pas, d'ailleurs, débat parallèle, mais je pense pas qu'il faille absolument un projet sans VC maintenant, que c'est un peu utopique, et qu'un projet peut performer s'il y a des VC derrière, mais il y a un certain pourcentage qui doit être réservé à la communauté et pour essayer d'équilibrer le jeu. C'est comme des startups, dans le sens où, oui, tu peux acheter des actions publiques, où tu auras des mecs qui seront rentrés en privé il y a quelques temps, parce qu'il faut financer. C'est normal, les projets crypto, mis à part Bitcoin, sont quasiment tous des startups. Donc tu as forcément ce système, mais il faut un minimum d'équilibre et donner un minimum de chance aux gens qui rentrent dans le projet de pouvoir prendre de la valeur. Parce que il y a quand même, je suis d'accord avec toi, énormément de projets qui font miroiter le fait que le token peut prendre de la valeur, ou en tout cas qu'on peut gagner de l'argent en détenant des tokens, alors que pour certains, et ils le savent pertinemment, c'est complètement faux. Et là où c'est compliqué, c'est que la tokenomics, c'est une science qui est très complexe. Où la tokenomics, à la base, c'est quoi? C'est utiliser un jeton pour redistribuer la valeur économique et aller inciter toutes les parties prenantes, donc VC, airdrop, peu importe, tous les gens autour du projet, dans une même direction. Donc en général, c'est utiliser le produit. Mais c'est extrêmement vaste. Et en plus de ça, c'est que la plupart des tokenomics sont de base mal conçus parce que c'est très complexe et parce que c'est conçu par des gens qui n'ont pas spécialement le bagage pour. Donc en fait, déjà à la source, tu as des gens qui peuvent être malveillants dans les tokenomics, qui peuvent mal les faire s'ils ont envie de bien le faire, et après, derrière, où tu as tout un ensemble de jeux qui peut être déséquilibré. Donc je suis d'accord dans l'ensemble pour dire que oui, s'il y a 1%, 2%, 3% qui sont réservés, forcément, d'un point de vue probabiliste, en fait, tu auras toujours des exceptions, mais d'un point de vue probabiliste, il y a de fortes chances que sur 100 projets, tu en aies 95 qui aillent à zéro. Voilà, j'ai débité. Hein. Est-ce que on peut passer aux questions, s'il y a des gens qui en ont, si vous voulez lever la main, ou alors... Oh, il est loin. Quelqu'un veut y aller? Bon, j'y vais. Bonjour, moi c'est juste en fait une petite question. On a parlé éventuellement des influenceurs qui devaient avoir éventuellement déjà le token qu'ils chill. Et est-ce que à l'inverse, il y a aussi beaucoup d'influenceurs qui justement chill un token parce qu'ils l'ont et qu'ils attendent qu'une chose en fait, c'est qu'il y a la liquidité qui tombe en fait par la suite et pour donner de la valeur en fait au token qu'ils ont acheté en fait au préalable. Donc il faudrait trouver aussi un juste milieu. Alors, évidemment, un trader, c'est compliqué. Les influenceurs, en fait, en tout cas, qui gèrent le côté trading, c'est compliqué. Mais est-ce qu'il y a à l'inverse une petite capsule de temps qui fait qu'à partir du moment qu'on chine un token, on peut pas en acheter avant peut-être une semaine, 2 semaines, pour laisser justement la communauté éventuellement profiter. Si vraiment on y croit, on n'est pas une semaine près et éventuellement, voilà. Non, je pense que dans la grande majorité, ça c'est un rêve et les gens pensent qu'un influenceur va pouvoir faire bouger le cours de quelque chose. Bien sûr, ça dépend de la market cap, mais dans la grande majorité, je pense pas que les influenceurs ont un impact réel sur le prix, toute proportion gardée. Ça dépend de l'influenceur, évidemment, mais en grande majorité, c'est un rêve. Les influenceurs font pas bouger le cours autant que ça. Ça dépend des influenceurs. Hein. Pour parler spécifiquement de lui, parce que j'ai le cas en tête, il y a Polymonster ou je sais pas quoi, c'était une collection d'NFT qui avait été chillée par Cryptomatrix. Et pour le coup, c'était quasiment que lui et sa commu. Et en plus, il faisait exactement ce que tu disais, c'est-à-dire il disait qu'il en achetait alors qu'il en vendait, etc. Pour 1 million en tout, je crois. Et en l'occurrence, c'était majoritairement sa communauté. Alors j'imagine, il y a eu d'autres influenceurs, mais quand tu as un influenceur majeur avec une énorme communauté, et que le projet c'est un petit truc franco-français ou juste petit, là tu as un gros impact, quoi. Là tu as vraiment un gros impact. Et en l'occurrence, moi je connais même des gens qui m'ont dit « Ah, j'ai acheté ça parce que Cryptomatrix c'était un des plus gros sur YouTube, donc je peux lui faire confiance. » Tu vois, il y a plein de gens qui ont ce raisonnement, qui peut se comprendre à un moment en disant « Ah bah c'est le plus gros, donc je fais confiance. » Un peu comme quand tu vas acheter des chaussures, tu vas chez Nike, tu te dis ils vont te faire des bonnes chaussures, c'est les plus gros, tu vois. Et alors que les influenceurs, c'est pas toujours le cas. Hein. Et bon. Après, il y a un plafond à ça. Je te dirais qu'au-dessus de... Sauf si c'est vraiment un très gros créateur, mais au-dessus de 500 millions de market cap, en général, ça n'a pas spécialement d'impact. Oui, bien sûr. Mais pour les plus petits projets, je suis d'accord, tout dépend de... En fait, en général, c'est là où il y a un peu un biais, c'est que les créateurs peuvent dire qu'ils sont investisseurs dans le projet, alors que, par exemple, ils peuvent être dans les seuls détenteurs ou alors en avoir eu en vente privée. Donc être investisseur dans le projet, ça veut tout et rien dire. Et c'est là où il faut, je suis d'accord, 100% à un niveau de transparence sur le fait que si on rentre avant, simplement dire « Ok, c'est pas spécialement un problème, c'est comme ça que ça marche, je suis rentré avant vous, je vous en parle, et après,
les gens sont pas cons, ils vont simplement pouvoir faire leurs conclusions et voir s'ils se positionnent derrière. Mais c'est vrai qu'il y a ce gros besoin en ce moment d'annoncer si on est rentré en vente privée et ne pas simplement dire je suis investisseur. Et en général, là où c'est compliqué, c'est que la plupart des gens, surtout sur des projets locaux qui vont dire je suis investisseur, sont rentrés en vente privée. C'est devenu la nouvelle méthode. Mais en vrai, si tout était transparent, je pense que du coup, il y aurait quasiment pas de problème, dans le sens où en fait, un mec, s'il abuse, on le verrait tout de suite. Mais après, c'est vrai que ça pose d'autres problématiques. On a vu qu'il y a de l'insécurité en France, il y a des problèmes de jalousie. Bon, voilà, mais c'est vrai que si tout était transparent de noir sur clair, tu peux pas faire un truc dégueulasse, parce que tout le monde le verrait. Tu vois, si ça c'est ton wallet, on voit que tu vois alors que tu dis que tu crois à fond dans le projet. Enfin, tu vois, tu te ferais cramer à chaque fois que tu fais un truc un peu sale. Après ça, Quentin, je pense que vous avez la data. Hein, quand vous faites des campagnes, quel va être l'impact réel sur le marché Est-ce que vous avez déjà vu des trucs? Ouais, bien sûr, mais comme vous avez dit, il y a certains très gros influenceurs qui font des centaines de milliers de vues sur YouTube. Oui, sur des market cap à 20, 30, 50 millions, ils font bouger la charte, ça c'est clair. Mais en effet, comme tu l'as très bien dit, sur des grosses FDV, des grosses market cap, ça change vraiment pas grand-chose, à moins qu'il y ait une opération de masse qui a été organisée avec tous les KOL de chaque pays, etc. Mais sinon, non, pas tant que ça. Et je suis totalement d'accord avec ce que vous disiez, il faut de l'honnêteté intellectuelle, tout simplement. Cryptomatrix, s'il avait dit peut-être qu'il vendait quelques NFT parce qu'il avait fait un bon ROI, mais qu'il continue à croire au projet, bon, j'imagine que personne lui en aurait voulu. Donc je pense que plus de franchises, et que ça n'impacte pas forcément négativement le projet de dire ça, au contraire. On parlait des private sales, on en voit, certains ne veulent pas dire la tokenomics, qu'ils ont eu 20 points au TGE, donc ils continuent de dire que ça va monter, mais au pire les gars, si la tokenomics c'est comme ça, alors que si vous l'acceptez, si c'est un bon projet, dites que vous vendez, vous récupérez des prises de bénéfices. Enfin voilà, je pense que oui, la transparence dans tous les cas est le maître mot dans cette question. J'espère que Cryptomatrix n'est pas dans le public. On l'embrasse, on est avec toi, mon ref. Pardon. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, c'est pas une question, mais en fait, c'est moi-même. Le vrai truc, c'est depuis tout à l'heure, vous parlez beaucoup du problème des influenceurs et que ce soit en fait la responsabilité vous revient à 100%. On dirait que c'est vraiment vous le problème et que ça vient de vous. J'ai l'impression que c'est très centré sur ça et votre transparence. Mais au final, pourquoi on ne parle pas aussi des utilisateurs, des gens qui investissent, en fait, des investisseurs directement et les recherches qu'ils font et jusqu'à où ils vont aller deep le projet, ils vont le dig à fond, quoi, correctement. Parce que tu peux me dire quelque chose, mais si tu me dis saute d'un pont, t'as beau avoir 500 000 follow, si je suis pas débile, je sais que si je saute, je peux peut-être mourir. Bah, concrètement, c'est à moi de voir à quelle hauteur je peux mourir ou me casser une jambe. Et enfin voilà, tu vois ce que je veux dire. Et la plupart des gens vont suivre quelqu'un. Maintenant, bah, tu fais un projet, enfin, une fois, deux fois, tu vas partager un projet qui peut-être est merdique et que tu as été payé pour ça, bah, c'est pas grave. On va le voir et tu risques de perdre toute ta crédibilité. Donc, tu vois, je pense que être payé, pas payé, tout ça, c'est des questions qu'on se pose, mais en fait, c'est un taf aussi. Être influenceur, c'est un gros métier, c'est aussi une responsabilité, mais ça revient pas. Pas si toi, tu partages un projet demain, tu dis qu'il est génial, peut-être que tu crois profondément aussi. Tu vois, tu as le droit, en fait. Et tu as le droit de dire ce que tu penses, et tu as le droit de te tromper, mais c'est pas à eux de te dire, ou à nous de te dire que non, t'es une merde, machin, il m'a dit ça, j'ai perdu mon argent, tu vois. 100%, je suis d'accord. Si tu crois et que tu es honnête, il n'y a aucun problème. Si tu es de bonne foi, tu vois, si tu es honnête dans ce que tu dis et ce que il n'y a jamais de problème si tu es 100% honnête. Par contre, je simplifierais, tu as posé un bon débat, c'est de qui c'est la faute, etc. Moi, je dirais que le débat, on peut le résumer. Imagine des gens, ils sont complètement débiles. Tu sais que si tu leur vends ça, ils vont l'acheter ou machin. Est-ce que c'est éthique de profiter de la stupidité des gens pour faire de l'argent? Bah, moi, je suis pas forcément convaincu. Ça, c'est un débat plus loin que juste les cryptos. Après, ça, c'est éthique. Mais on vit dans un pays capitaliste. Et on est tous là aussi pour faire de l'argent, majoritairement. Capitaliste, ça veut pas dire qu'on est libre d'enculer les gens. Enfin, ça, c'est mon opinion. Sûr. Hein. Non, mais le but, c'est pas d'enculer les gens. Le but, c'est pas d'enculer les gens, mais c'est une vérité qu'on est tous là pour faire de l'argent. Très peu sont là pour la mais tech. tu peux faire de l'argent de manière plus ou moins propre. Hein. Alors après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus riches en faisant du sale, mais il y a des gens qui, je sais pas, qui l'ont fait sans prendre... Moi, ce que je veux dire, c'est que si tu m'encules une fois, bah, la deuxième fois, je serai pas là pour toi, en fait. Tu vois, c'est que je te suivrai plus. Tu vois, si c'est vraiment ça... Après, si tu as pu acheter un manoir à 3 millions et que tu me suis plus, c'est pas très grave, tu vois. C'est un peu ça aussi l'autre voilà, l'autre côté, quoi. Non, c'est pour dire, en fait, tout ça, c'est vraiment que la crédibilité des influenceurs, c'est pas... la faute ne revient pas qu'à vous, en fait, finalement. C'est pas du tout ça le but, faut pas le voir comme ça. Oui. Et il faut savoir faire des vraies recherches derrière, quoi.
Moi, je suis très content que tu poses cette question parce qu'en effet, je pense que le débat, nous, c'est instaurer les bases d'un bon influenceur. Une fois que ça s'est fait, évidemment que c'est la responsabilité des personnes. Et je pense que ça ouvre un autre débat. Je pense que être bon dans la crypto, c'est énormément de temps. On a tous un job, un travail, etc. On veut l'accès vite à l'information, la flemme d'aller dans les Discord, la flemme d'aller étudier le white paper. Donc ouais, j'ai trouvé l'influenceur qui a l'air à fond derrière ce projet. Bon, bah c'est sûr que si ça dump, ce sera lui le responsable. Et ça, en effet, je suis totalement d'accord avec toi. L'influenceur, c'est son taf, en effet. Donc faut qu'il fasse le mieux. Il peut se tromper, il a le droit, mais la responsabilité, en effet, des investisseurs est vachement engagée. Et malheureusement, on est dans un pays, on peut critiquer, mais l'investisseur est surprotégé. On sait très bien comment ça se passe, donc voilà. Ouais. En synthèse, je pense que on peut dire qu'il faut simplement que les gens aient toutes les clés en main. Donc il faut, on l'a dit avant, de la transparence. À partir du moment où il y a la transparence chez les influenceurs, chez les médias, les gens ont à leur disposition les éléments pour faire, comme on le dit souvent, leur propre choix. Et après, effectivement, à partir de cette barrière-là, c'est de leur responsabilité à eux. Et c'est après un peu plus large que ça, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est aussi une question d'éducation financière. Tout le monde n'est pas égal à ce niveau-là, mais voilà, je ne pense pas que la responsabilité est partagée, il faut de la transparence. Et pour la transparence, tu le disais aussi tout à l'heure, il faut du temps. Tu en as parlé avant, sur un contexte plus général que simplement celui des cryptos. Faire une vidéo sponsorisée, c'était extrêmement mal vu. Enfin, c'était même au-delà de ça. Je connais les tout premiers qui ont fait des placements sponsorisés sur YouTube. Ils se sont fait arracher littéralement. Mais après, c'est la question de la fenêtre d'Overton. Il faut, comme tu le disais, que certains prennent les balles et la fenêtre s'agrandit. Et aujourd'hui, ben voilà, on va de plus en plus loin dans la transparence pour le bénéfice au final des gens. Bonjour. Bonjour. Moi, je voudrais vous poser une question à propos du rôle qu'il y a entre les influenceurs qui, eux, défendent en général des projets qui ont des contenus, qui ont de la valeur, qui ont de la tech derrière. Et malheureusement, on s'aperçoit qu'une bonne partie du marché financier qui est détournée par des mêmes coins, qui sont juste soutenus par des communautés éphémères. Et je voudrais savoir ce que les influenceurs peuvent faire pour combattre ça, parce que finalement, vous défendez des projets sérieux, etc. Et on s'aperçoit que nous, en tant qu'investisseurs, il n'y a pas de retour parce que le fric, il passe dans des conneries, quoi. Hein, et qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'arrêter ça, quoi? C'est vrai. Je pense que tout passe par là. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour ça? C'est déjà essayer de donner aux gens les clés pour comprendre l'entièreté de l'écosystème. Parce qu'en fait, un meme coin, tout le monde comprend ce que c'est. Une communauté de meme coin, tout le monde comprend ce que c'est. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont diriger leur argent là-dedans. Quand on parle d'un projet d'Oracle, quand on parle d'un projet de Layer 1, Layer 2, peu importe, c'est beaucoup moins tangible, beaucoup plus compliqué. Donc, nous, à notre échelle, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est essayer de donner aux gens la possibilité de comprendre et d'aller faire par eux-mêmes leur tri. Après, il y a aussi l'autre réflexion, je pense, où on n'a pas spécialement besoin d'orienter les gens à droite ou à gauche. C'est-à-dire qu'on est quand même dans un écosystème open source où tout le monde peut créer une crypto, tout le monde peut utiliser un réseau, et c'est le principe même. Donc, si les gens vont mettre leur argent dans cette direction-là parce qu'ils ont envie, plutôt que dans des projets d'utilité, d'infrastructure, etc., c'est peut-être parce que ils ont simplement envie de le faire, parce que derrière, l'infrastructure n'est pas assez tangible et n'est pas assez mature. Donc, nous, ce qu'on peut faire à notre échelle, c'est essayer d'éduquer les gens sur la technologie pour essayer de le comprendre, la vulgariser. C'est un milieu qui est assez technique, assez difficile. Et après, une fois que les gens ont ces connaissances-là, ils sont libres de choisir ou pas s'ils ont envie d'aller mettre leur capital à droite ou à gauche sur des mêmes coins, sur des projets d'infra. Mais je pense que ça passe beaucoup par l'éducation, dans le sens où on est dans un milieu qui va très vite, avec beaucoup d'innovation, beaucoup de hype, mais qui est aussi très drivé par les tendances, la spéculation et uniquement la hype. Donc c'est quelque chose qui va se construire au fur et à mesure, et à mon avis, c'est pas forcément quelque chose dont on doit précipiter, on ne doit pas spécialement aller forcer, entre guillemets, les gens à mettre leur capital sur des projets d'infra plutôt que sur des meme coins. S'ils ont envie d'aller sur les meme coins, ils vont sur les meme coins, et on a les deux qui sont faisables. Juste une toute petite réflexion par rapport à ça. Aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes, d'adolescents, pour eux, la source d'information, c'est TikTok. Quand est-ce que vous allez vous investir sur TikTok? Parce que je comprends bien ce que vous racontez, mais il faut avoir la volonté d'y aller sur YouTube, etc. Aujourd'hui, les jeunes, ils vont sur TikTok. Et il faut capter ce public-là, non? Vous ne pensez pas? Le problème, c'est qu'ils vont sur TikTok pour une raison. C'est parce que TikTok est un réseau qui va leur attirer beaucoup
de l'aspect des gènes. Donc si moi je vais sur TikTok et je fais des vidéos Fonda sur le Daily 2, personne ne va les regarder. D'ailleurs j'ai un TikTok, personne n'est abonné à ce TikTok. Qui est abonné à mon TikTok? Voilà. C'est ça qui est assez compliqué. En fait, moi, si je peux intervenir aussi, c'est pas un problème sur le long terme. On peut croire qu'à l'instant T, c'est un problème et que toute la liquidité est concentrée sur les meme coins et que vous, avec votre Cosmos et votre Polkadot, vous n'allez pas faire d'argent. Mais c'est une tellement bonne porte d'entrée. Les gens, vous leur dites, vous pouvez faire x100, vous pouvez faire x1000, vous pouvez acheter Trump, etc. Nous, on le fait pas hein, sur Blox ou à titre perso. Mais au final, les gens, ils arrivent. Et qu'est-ce qu'ils se font? Ils se font rug ou ils se font arnaquer ou ils perdent beaucoup d'argent et ils se disent attends, les meme coins c'était pas si cool que ça en fait. Ils en rachètent et à la fin ils terminent sur les projets beaucoup plus long terme de Link, etc. Donc c'est une très bonne porte d'entrée les meme coins et cet argent il arrivera dans les projets sérieux par la suite. Mais c'est une très bonne question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Il nous reste 2 minutes. Oui, une petite question. J'aimerais savoir, voilà, il y a beaucoup de youtubeurs que je suis, comme vous, quoi. Et la question, c'est aussi, j'en suis d'autres, et je préfère payer une petite partie pour une diffusion qui soit, on va dire, payante, sans influence, enfin, sans sur l'arrière, qu'il y ait une boîte qui rémunère et qui le fait pour la commu, quoi. Et rien que pour la commu, et qui tient à sa réputation, quoi. Est-ce que ce serait peut-être pas mieux, cette idée-là aussi, de faire payer peut-être une petite... 100% aussi, c'est un business model comme un autre. C'est par exemple ma façon de procéder où je fais beaucoup moins de sponsors et où on a un groupe payant sur lequel du coup on fait de l'information et les gens sont dans une sorte de bulle où ils savent qu'on n'a aucun intérêt croisé dans cette zone-là. Et ils payent pour avoir une sorte de zone de confort par rapport à ça. Donc si, après, je ne vais pas répondre pour les autres parce que chacun a sa façon de procéder, mais c'est quelque chose qui existe, concrètement. Ouais. Bah, c'est le modèle de The Big Well au final. Même si The Big Well, ils font pas beaucoup de... ils font pas beaucoup de recommandations ou de vraies analyses de tokens, mais je veux dire, c'est le modèle de The Big Well qui, du coup... prétend à une neutralité puisque du coup, on paye pour pouvoir lire la news. Je dis voilà, après il y a débat de est-ce qu'ils sont neutres ou pas, ça c'est un autre débat. Mais en tout cas, c'est l'idée derrière ce modèle. L'idée derrière ce modèle, c'est que tu payes. Donc comme tu n'es pas payé par les projets, tu n'es pas payé en token et tu n'as pas de token des projets, tu es supposé, logiquement, tu as une plus grande neutralité, a priori. Je me permets de rajouter, est-ce qu'un monde sans sponsor serait également bénéfique pour l'écosystème? Parce qu'aujourd'hui, on ne va pas se le cacher, les sponsors via des créateurs de contenu, ça reste un levier pour faire connaître un projet. Donc demain, vous créez un projet Web3, je pense que vous serez content justement via quelques créateurs de contenu que vous appréciez, le créateur de contenu aime votre projet, qu'il mette en avant votre projet. Je me dis qu'il y a quand même aussi du positif dans la sponsor, que vous allez aussi peut-être découvrir des projets, etc. Donc je pense qu'un monde à 100% sans sponsor, est-ce que vraiment ce serait mieux? Je pose la question. Oui. Non, mais c'est 2 business models différents. Alors, soit on vous fait payer, ça coûte cher de créer du contenu, on dirait pas, mais soit on fait payer le particulier, ça peut être un business model, ou il y a des boîtes qui sont très contents. Moi, je suis pour faire payer les boîtes aussi, tu vois. Il y a des boîtes, elles sont contentes de nous donner de l'argent, donc on le prend, et comme ça, le particulier, il a quand même accès à du contenu de qualité sans avoir déboursé 1 euro. Est-ce qu'on a le temps de prendre une dernière question? Ouais. Bonjour à tous. Moi, j'ai une question pour le public et pour vous aussi. Déjà, est-ce que le public, vous connaissez le certificat d'influence responsable? Levez la main. Il n'y a personne. Vous, est-ce que vous l'avez passé? Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça sert à rien? Ça sert à rien. Ça sert vraiment à rien? Grand-chose. Ça sert à rien parce que les gens malveillants ne vont pas le passer. Donc tu fais aucun tri sur cet aspect-là. Prends 10 minutes. Tout le monde peut le passer et tout le monde peut l'avoir. Ça fait absolument aucun tri. Et je pense que c'est même dangereux. Parce que même quelqu'un de malveillant peut mentir et peut avoir ce certificat et avoir un aspect de créateur safe alors qu'il ne l'a absolument pas. Donc je pense que c'est une bonne idée. L'idée est à creuser, parce qu'après, même les gens qui ne voudront pas le passer, on ne va pas les empêcher de faire des vidéos YouTube. Mais actuellement, aucun intérêt. Nous, on l'a passé, clairement, tout le monde s'en fout. Alors que des fois, on le dit de le montrer et tout, mais tout le monde s'en fout. Donc c'est voilà. La preuve, personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. Voilà. Ouais, mais je fais un parallèle avec le visa ICO de l'AMF comme à l'époque. Les seuls ICO qui ont passé le visa, c'est les seuls qui n'ont pas réussi et qui ont dépensé des fortunes pour essayer de l'avoir. Et l'AMF leur a pris des mois, etc.
C'est exactement ce que je voulais dire. Tous les trucs liste blanche, machin. Regardez, il y a plein de gens qui se disaient ah bah c'est bon, cette ICO elle est tamponnée par la MF. T'inquiète pas, hein, les mecs qui sont en mode escroc, ils vont faire les papiers pour avoir le certificat de la MF. Mais la MF, ils vont pas, ils ont pas un PhD en tokenomics, ils vont pas, tu vois. Et après, il y a pas de suivi, c'est-à-dire t'as pas un mec de la MF derrière qui regarde comment les fonds sont utilisés, etc. Ça, ce genre de truc, ça protège finalement très peu. C'est ce que je critique beaucoup dans les régulations comme Mika et tout, ce qu'on rajoute plein de régulations qu'emmerde à la fois les usagers, à la fois les entrepreneurs, etc. Et puis finalement, les escrocs, ils se démerdent pour les passer. Ou bon. Mais bon. Et ils ont l'argent pour le passer. Ils ont l'argent. C'est la fin, je crois qu'on va devoir couper. Merci beaucoup aux intervenants, merci beaucoup au public, c'était très cool. Merci. Merci.